Mercredi 18 avril, 18h30, on fait le point sur l'actualité avec au sommaire le retour des motos en centre-ville pour les 24 heures. Les engins qui prendront le départ ce week-end aux 24 heures moto sont exposés pour la première fois place des Jacobins. L'occasion pour le grand public d'approcher aussi les pilotes et de prendre part à l'événement. Les riverains de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes réunis en assemblée générale mardi soir. Ils souhaitent faire remonter au ministre leurs doléances. Et puis 22 arbres seront abattus au Jardin des Plantes, un mal nécessaire pour assurer la sécurité aux promeneurs et la santé des autres arbres. Et Diane, c'est déjà un succès. Les spectateurs sont venus nombreux pour admirer les bolides qui prendront le départ des 24 heures moto. Elles étaient exposées dans le centre-ville du Mans et c'était une nouveauté. Depuis 1978 et la création des 24 heures moto, jamais un événement comme celui-ci n'avait été organisé. Alors comme pour les 24 heures auto, l'idée est de créer du lien entre le public et les compétiteurs. Une première donc pour célébrer les 40 ans de ces 24 heures moto. Sur une place des Jacobins gorgée de soleil, elles arrivent une à une. Les motos, méthodiquement, sont exposées aux yeux du public. C'est des fiches en fin de compte avec le récap de la numéro de moto, la catégorie avec les couleurs, différentes couleurs, les noms des pilotes. Et on installe en fin de compte des petites plaquettes pour que les gens qui viennent voir puissent identifier la moto. Et c'est une première, jamais la CO n'avait organisé un événement populaire autour des 24 heures moto au cœur de la ville. Il a fallu attendre le 40e anniversaire de la course pour que les deux roues s'inspirent des quatre roues. La ville a cette fierté d'organiser les 24 heures du Mans, mais elle doit l'avoir également pour les 24 heures moto. Donc c'est pour ça qu'on veut tisser un lien avec les Manceaux sur l'univers de roues. Et le public en redemande. Des passionnés de sport mécanique, mais pas nécessairement familiers des motos. D'habitude, je suis plus sur les autos. Et là, ça me permet de voir les motos de près et les pilotes que je vais voir après. Et c'est une très bonne opération. C'est impeccable. Voilà. Puis de près, comme ça, là, c'est super. Tous les teams, ou presque, ont accepté de jouer le jeu. Ce n'est pas une obligation du règlement. Certains n'ont pas fait le déplacement. Pour les autres, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est agréable de voir du monde et puis d'exposer aussi sa moto et puis ce qu'on fait, quoi, notre passion. À la clé, une proximité rare entre public et sportif. Un cadeau pour les visiteurs, pour les équipes aussi. C'est vrai que le public est un petit peu, depuis quelques temps, enfin depuis de nombreuses années, un petit peu écarté des motos, un petit peu écarté des pilotes. Ils ne peuvent plus rentrer dans les parcs parce que voilà, c'était compliqué. Donc là, c'est l'occasion, faut en profiter, nous vis-à-vis du spectateur, et puis les spectateurs vis-à-vis un peu des managers, mais nous c'est pas bien méchant, surtout vis-à-vis des pilotes. Alors c'est une bonne après-midi, il faut en profiter à fond. Expo des motos, photos officielles et briefing des pilotes, tout se déroule en centre-ville. Un événement qui pourrait à l'avenir se pérenniser. En attendant, il suscite déjà des vocations. Et à noter que cette année, comme les précédentes, les deux roues pourront emprunter les 4 autoroutes gratuitement pour se rendre aux 24 heures moto du vendredi 20 avril 20h jusqu'au lundi 23 avril 10h. Des relais seront mis en place sur les aires de repos pour inciter les motards à faire des pauses. Alors que les usagers de la SNCF subissent la grève de train ce mercredi, c'est pour certains une délivrance de ne pas les entendre. Les riverains de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes ont en effet droit à une journée de répit. Pas de quoi calmer en tout cas leur colère. Les associations de lutte contre les nuisances sonores ont organisé ce mardi soir une assemblée générale. L'objet de cette réunion, renforcer leur action en s'adressant à la fois au préfet mais aussi aux ministres concernés. Laure Girard était sur place. Ce soir de printemps, Coulant sur Gé a des airs de cartes postales et le chant des oiseaux pour seule ambiance sonore. Un répit de quelques heures pour les habitants de la commune à la faveur de cette période de grève des cheminots où les trains se font rares. En fonction des vents, on peut avoir la moitié, voire les 3/4 de la commune touchée par les nuisances sonores. Sauf ce soir, puisque ce soir, comme vous pouvez le constater, c'est le silence de par la grève des trains. Et c'est une bonne chose pour nous. Une bonne chose, car vivre près de la ligne à grande vitesse, c'est entendre ça toute la journée. Face à l'immobilisme de la SNCF et d'Eiffage dans ce dossier, riverains et élus décident lors de cette assemblée générale de renforcer leur action. Première étape, rencontrer le préfet de la Sarthe. Et aussi, on va demander une médiation.
Parce qu'en fait, il nous semble que comme ça n'avance pas, les mesures, nous n'en avons pas les résultats, nous n'arrivons pas à contacter nos interlocuteurs. On pense que c'est une décision d'État. La diminution de la vitesse des trains, c'est une décision d'État. En préparation de cette rencontre espérée, l'association CRI 72 liste le nombre de plaintes dans les 39 communes impactées. 662 plaintes. On peut considérer qu'une famille, c'est 4 personnes. 3, mettons 3. Ça fait déjà 1800 personnes. Le président de l'ADEN, association qui fédère les élus et parlementaires sarthois, compte transmettre ce dossier de plainte au préfet, mais aussi directement aux ministres concernés. Madame Borne, ministre des Transports, ou à son supérieur hiérarchique, si je puis dire, Monsieur Hulot. J'avais encore tantôt, moi, une personne qui était dans mon bureau à Chantenay, et qui n'est pas de ma commune non plus, et qui n'habite pas ma commune, qui me demandait comment se signaler à l'Agence régionale de la santé, à l'ARS, parce que c'est plus possible, elle n'y arrive plus. Elle est sous anxiolytique, et elle se demande comment elle va s'en sortir. Les associations veulent accélérer le mouvement. Il en va de la santé des riverains touchés par le bruit. De Coulant-sur-Gé à Chantenay-Villedieu en passant par Conneré, demain, le bruit de la LGV reprendra ses droits sur le chant des oiseaux. Il dénonce les conditions d'accueil des réfugiés au Mans. Une marche de soutien était organisée ce mercredi en fin d'après-midi pour demander un centre d'accueil ouvert 24 heures sur 24. Actuellement, les réfugiés doivent naviguer d'un centre à un autre en fonction des heures d'ouverture. Des centres qui sont souvent séparés de plusieurs kilomètres. On écoute Marie Jalot, membre de l'association Comité d'accueil 72. Au micro de Mathias Hubert, elle nous détaille les demandes de l'association. Un accueil digne, pérenne, non disjoint jour-nuit, c'est-à-dire que les gens puissent être accueillis, se poser en famille toute la journée, 24 heures sur 24, et qu'ensuite de là, ils puissent aller faire ce que bon leur semble, comme tout un chacun dans sa maison, qui ne reste pas dans sa maison toute la journée, qui va faire ses démarches, qui revient et qui peut se poser à tout moment. Et pour les enfants également, évidemment, c'est quelque chose de très important. Les budgets qui sont alloués à toute cette veille sociale sont de plus en plus réduits, alors que la demande augmente localement. Donc ça semble très difficile de faire bouger les choses, mais on n'a pas perdu l'espoir de les faire bouger. Et 22 arbres vont être abattus au Jardin des Plantes du Mans. Malades, trop vieux ou dangereux pour les promeneurs, ce nettoyage annuel, même s'il fait mal au cœur, est nécessaire. Il s'agit d'assurer la sécurité des promeneurs et de permettre aux autres arbres en bonne santé, eux, de continuer à se développer. Les explications de Mathias Hubert. Des zones de pourriture et donc ici des zones de faiblesse. Ce marronnier de 80 ans ne passera pas l'été. Il fait partie des 22 arbres qui vont être coupés à la mi-juin dans le Jardin des Plantes. Et on est dans un espace qui reçoit du public, on est, comme vous pouvez le constater, il y a quelques bancs autour, et bien évidemment on préfère le couper par anticipation, si on veut dire, parce que là il n'y a plus de chance de le sauver, on ne peut pas se permettre d'avoir le risque. Ce qui est noir là, c'est un champignon, ce qu'on appelle la maladie de la suie. Cet érable, lui, est déjà mort et risque de s'effondrer. Son abattage permettra de réorganiser cette partie du jardin. Il est mort, on en profite si vous voulez pour ouvrir cette partie du jardin et alors ça va nous permettre nous de réfléchir sur comment vous créez une illusion. C'est-à-dire en plantant autre chose qui ne sera pas forcément un arbre, soit un arbuste, soit une liane, soit des choses plus légères. On va vous donner l'illusion que le vert est toujours là. Et ça c'est finalement l'art du paysage. Le Jardin des Plantes est restauré depuis une dizaine d'années pour un coût de 2,3 millions d'euros. Les travaux se terminent dans 2 ans et la ville espère bien décrocher le label Jardin remarquable. C'est une sorte de reconnaissance d'un espace sur à la fois sa gestion, à la fois le développement et à la fois la manière dont on est aussi soucieux de l'environnement sur ce site, quoi. Donc pendant qu'on a eu toute cette période de travaux, c'est-à-dire qui va se terminer dans les 2 ans qui viennent, il était un peu difficile d'engager une procédure pour avoir une qualification en jardin remarquable du Jardin des Plantes. Mais maintenant qu'on a presque terminé, on va lancer la procédure. Le Jardin des Plantes compte 576 arbres. 19 seront replantés après l'abattage.
Et une dernière information avant de refermer ce journal, on en est à 8 offres de reprise pour le volailler doux. Oui, Aurélien, on peut dire que les entreprises lui font les yeux doux. Depuis son placement en liquidation judiciaire le 4 avril, ce sont donc 8 offres qui ont été déposées au tribunal de Rennes. Parmi elles, celle du Sartois LDC, dont nous voyons les images. Une création de société baptisée Yerbreise, regroupant LDC, la région Bretagne, Terrena, Triskalia et Almunagem, qui se propose de reprendre 97 salariés. Sur les rangs aussi, on trouve de l'international, le britannique Chesterfield Poultry, l'allemand Saria ou encore l'ukrainien MHP. Le tribunal de commerce rendra sa décision le 18 mai. Merci Yann Le Moisson, c'est la fin de ce journal. Je voulais faire une blague sur les yeux doux, mais non, je ne vais pas poursuivre. Faut pas la tenter. Dans un instant, c'est la météo présentée par Maxime Aubert. Et puis ensuite, on retrouve Michael Texier avec notre invité du Face à Rédac, le sculpteur Nicolas Alquin, qu'il a rencontré il y a quelques jours. A tout de suite. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.